Stop. I did not kill him. That's not the point. I'm innocent, you know that, right? Cette période estivale était importante pour les studios hollywoodiens, puisqu'il s'agissait de rehausser fortement la perte des derniers blockbusters et contrecarrer les futures conséquences de la grève des scénaristes et des acteurs qui est toujours en cours. Nul doute que malgré le bide catastrophique de The Flash, d'Indiana Jones 5 ou encore de The Blue Beetle, et le faible score de Mission Impossible 7, le succès phénoménal de l'effet Barbenheimer leur a permis de sauver les meubles. Avec Barbie qui a désormais dépassé le $1 milliard de recettes et Oppenheimer qui est au-dessus des 700 millions, c'est un bénéfice énorme pour Hollywood. Mais en dehors de cette période de blockbusters hollywoodiens se cachent des films qui sont pour moi bien plus impactants cette année, comme celui par exemple du réalisateur turc Nuri Bilge Ceylan, Les Herbes Sèches, qui livre un film de 3 heures sur un prof d'école primaire dans une zone rurale et abandonnée de Turquie. Un vrai petit bijou philosophique. Et aux États-Unis, le tout récent Reality, bien qu'il ait les défauts habituels du premier long métrage dans ses maladresses de mise en scène, avait un concept original et une idée à défendre sur l'inquiétude que porte la réalisatrice envers la démocratie américaine. En France, on s'est fait un peu plus discret cet été, bien que quelques bonnes surprises sortirent sur grand écran. Le premier long métrage Paula par exemple, le documentaire Les Filles d'Olpha, ou bien encore le dernier film de Quentin Dupieux avec l'acteur montant Raphaël Quenard, très bon dans son rôle. Mais surtout, ce 23 août sort la Palme d'Or de cette année, Anatomie d'une chute, réalisé par Justine Triet, qui avait fait trembler tout le gouvernement et la droite réac pour son discours à Cannes sur son inquiétude quant à l'avenir du système du financement français. Une prise de parole véridique et courageuse. Je vous invite à aller voir cette vidéo pour avoir plus de détails sur mon avis, qui lui a valu de violents reproches et remarques. Mais dans tout ça, qu'en est-il de son film? A-t-elle mérité pour autant cette ultime récompense? J'aime bien le cinéma de Justine Triet. À son actif, elle n'a pour l'instant que 4 longs métrages réalisés en 10 ans, mais ces 4 films ont le mérite d'être très passionnants dans leur construction, et on peut à travers ces films noter son changement de direction dans ses choix artistiques. En 2013, elle réalise La Bataille de Solferino, une comédie dramatique qui tourne autour d'une journaliste qui doit couvrir le résultat du second tour des élections de 2012 au siège du Parti Socialiste. Une journaliste qui doit gérer un paquet de problèmes, entre son babysitter un peu paumé et nul pour garder ses 2 enfants, son ex-mari qui tient à les voir alors qu'il n'a pas le droit juridiquement suite à un passé violent. Elle va donc parfois se retrouver dans des situations burlesques et difficiles à gérer. L'intérêt de ce film se situe vraiment sur sa construction. On sent déjà que Justine Triet accorde de l'importance à l'imprévu et à l'improvisation dans sa manière de filmer. Ça ne peut pas être plus cru que dans ce film puisqu'il s'agit de la véritable journée des élections de 2012. Pas de figurants, plusieurs cadreurs plongent dans la foule pour faire jouer ces comédiens. Ce décalage entre le réel et la fiction apporte une énergie au film très étrange puisque les deux s'en mêlent, ce qui donne déjà un rythme très étouffant et très bruyant, des petits regards caméra et une volonté documentaire en choisissant parfois de faire jouer la journaliste en train d'interviewer des vrais soutiens de Hollande ou de Sarkozy. Donc le film, sous son fond assez triste sur les violences conjugales et sur le traitement du personnage féminin face à tous ces problèmes, apporte une forme burlesque et presque comique dans les réactions, les comportements et cette façon de filmer qui est très shaky. Et en 2016, elle réalise une comédie on ne peut plus classique mais qui va garder des codes de burlesque dans une situation féminine compliquée. C'est Victoria, qui rencontrera un franc succès aux yeux du public. Mais en 2019, Justine Triet contrecarre un peu ce cinéma excité en réalisant Sibylle, un drame d'un calme froid, qui plonge le spectateur dans un diptyque sur les relations entre les hommes et les femmes, avec des caractères très différents qui vont se croiser. Presque bergmanien dans sa construction, Sibylle dresse aussi un parallèle cru entre la fiction et le réel, en jouant sur le principe de l'interprétation, en mettant en scène un tournage dans son film. Cela résulte d'une réflexion sur le cinéma, mais aussi sur l'inspiration d'une autrice vis-à-vis de ce qui l'entoure et de ce que ça soulève comme problèmes moraux. Et malgré le fait que j'aime le film, Justine Triet sortira un peu frustrée du résultat final, qu'elle estime trop court. Elle dit notamment dans un entretien qu'elle a accordé au Cahiers du cinéma, Sibylle est un film qui m'a rendu un peu malheureuse après sa sortie, car il est tronqué d'1 heure. Les intentions de la réalisatrice vis-à-vis du rapport entre le réel et la fiction, entre ce que montre le cinéma et ce qu'elle a envie de filmer et montrer, est ancrée dans ses décisions artistiques, malgré un changement radical entre le burlesque et la légèreté de ses 2 premiers films, qui sont moins présents dans Sibylle, mais aussi dans son dernier, celui qui nous intéresse. Pas plus de mystère. Anatomie d'une chute est un film puissant, qui s'ancre lui aussi dans une distinction réelle-fiction au travers du film de procès, un genre que j'affectionne tout particulièrement. Pas forcément parce que je suis attiré par les tribunaux et les longues tirades d'avocats, mais parce que je trouve toujours l'exercice très intéressant. Non seulement c'est dans un lieu clos, froid, mais c'est un endroit où on cherche à trouver la vérité à travers des faits. Quoi de plus paradoxal de filmer ça dans une fiction qui, par défaut, est fake et mime un semblant de vérité. Je trouve le parallèle esthétiquement très intéressant. Et la façon
façon de filmer personnalise rapidement l'œil d'un cinéaste. C'est pas pour rien que j'estime que La Vérité d'Henri-Georges Clouzot, qui se déroule majoritairement au tribunal, est pour moi un des plus grands films français. J'aime beaucoup aussi La Fille au bracelet, qui est sortie il y a 3 ans, qui se déroule pour le coup uniquement dans ce lieu clos. Mais revenons à Anatomie d'une chute. Le film raconte l'histoire de Sandra, écrivaine allemande qui vit dans un chalet dans les Alpes avec son mari français Samuel. Vous comprendrez plus tard pourquoi je précise les nationalités. Ensemble, ils ont un fils de 11 ans, Daniel, malvoyant suite à un accident. Un matin, alors que Daniel s'éloigne de la maison pour promener le chien, il revient et voit son père mort, le crâne ouvert, devant le chalet. Le film va partir sur cet élément déclencheur. S'agit-il d'un suicide, d'un accident ou d'un meurtre commis par Sandra? Intrigue somme toute classique, mais Justine Triet va traiter ce sujet différemment. Ce qui intéresse la réalisatrice dans le film n'est pas tant de trouver la solution à ce qu'il s'est passé, mais bien de décortiquer la situation du couple et surtout la relation fragilisée entre une mère et son fils, au caractère brillant et discret, qui a du mal à trouver sa place au sein de cette famille. C'est aussi un thème d'ailleurs qui apporte beaucoup à la réalisatrice, car tous ces films s'accentuent autour de femmes, mais aussi de leurs enfants et de leur rapport entre eux. Mais si cette thématique est au centre du film, toute l'ambiguïté formelle du long métrage va se situer sur la manière dont on recherche la vérité et les faits, mais aussi qu'est-ce qui est clairement impossible à prouver dans une relation, comme l'amour ou les sentiments, et la façon aussi dont un juge, de manière très pragmatique dans un procès, qui sert de parallèle finalement à l'écoute, au langage et à la communication. Et cette façon de prouver que l'on aime ou pas quelqu'un se contredit avec la froideur des faits scientifiques, des faits avérés sur la chute de Samuel, la distance des gouttes de sang, les événements qui s'enchaînent et qui devraient prouver la culpabilité de Sandra. Et en mettant en scène d'un calme glacial tout ce qui s'y déroule, que ce soit par les couleurs, les décors splendides mais comme figés dans le temps, dans la glace, ou bien encore le fait qu'il n'y ait aucune musique extra-diégétique, Anatomie d'une chute va puiser sa force dans ce qu'il contemple, à savoir comment bien communiquer et bien se faire comprendre. Sur un aspect formel, la question des différentes nationalités est intéressante. L'anglais est la langue qui se parle dans le couple, mais elle n'est la langue maternelle d'aucun des deux, le père étant français et la mère allemande. Et dans la reconstitution française de certaines situations, durant l'enquête, Sandra est perturbée, la langue modifiant les mots et donc par extension, l'influence qu'ils peuvent avoir sur la situation. Un mot français par exemple peut paraître plus violent qu'un mot anglais. Et dans cette manière de chercher à se faire comprendre, le film est assez brillant autant dans ses séquences de reconstitution que dans le procès, où Sandra commence à témoigner en français à la demande de la juge, mais finit par se lâcher en anglais pour essayer d'être le plus clair possible avec ce qu'elle pense. Et le duel qu'elle a avec l'avocat général, qui est aussi d'un froid glacial, parle lui français avec grande aisance. L'aspect du langage dans son origine même est très passionnant dans le film. Justine Triet développe cette volonté de sa part dans l'entretien des cahiers du cinéma. La différence de langue est presque l'incarnation des filtres que Sandra a placés entre elle et la réalité. Lorsqu'elle s'exprime en français, on se dit qu'elle s'est préparée à parler, qu'elle est en position de force, tandis que quand elle devient plus vulnérable, elle passe à l'anglais. L'allemand n'existe pas dans le film alors que c'est sa langue maternelle et elle n'est parlée ni par son fils ni par son compagnon. Tout dans le film porte sur le langage et sur la manière de mettre des mots sur ce qu'on ressent et sur ce qu'on essaie de justifier. Et Justine Triet arrive avec brio à ne pas oublier sa mise en scène qui, si elle a un aspect classique, se révèle vraiment inventive dans quelques plans qui font documentaire comme des plans à l'arrache, des zooms imprévisibles, des effets très discrets de lumière aussi à l'allure un peu fantastique, mais parfois aussi des plans léchés à l'instar d'un long plan travelling sur Daniel, le fils, qui écoute en alterné les deux avocats pour accentuer cet effet de ressort qui se contracte sur lui et sur ce qu'il entend. Il y a aussi un fort travail sur le son, car durant cette dissection à ciel ouvert du couple et les raisons de sa chute, écoutée au mot près par Daniel, Justine Triet choisit de ne réaliser pratiquement aucun flashback à l'exception d'une récente scène de dispute. Mais l'élément qui intéresse le jury est masqué, ce sont les scènes de violence physique. On reste du coup sur le visage de Sandra, qui subit et doit réécouter ce moment intense d'une rare violence dans le couple. Les verres qui cassent, les bousculades, les cris, sur un plan fixe du visage de Sandra, les yeux dans le vide, qui écoute, comme tout le monde, durant le procès. Quel bel exemple de la maîtrise de Justine Triet, qui rend d'autant plus forte la dispute et les possibles conséquences avec ce choix de ne pas le filmer. Et par rapport à cette absence de flashback, elle dit notamment ceci. L'absence de flashback était une volonté dès le départ. Je n'aime pas ça dans les films, et surtout je voulais que la parole soit au centre, qu'elle assume tout, qu'elle envahisse tout. C'est comme ça que fonctionne un procès. La vérité échappe, il y a un énorme vide, et on n'a que la parole pour le combler. Les seules exceptions qu'on s'est autorisées, elles passent par un travail du son. Le son est intervenu dès l'écriture, comme une chose qui aurait un impact fort. Il conduit très vite à l'émotion, comme au moment où la musique envahit tout l'intérieur du chalet, et dans la scène de la dispute enregistrée
enregistré où il fallait atteindre le nerf du film. Le contraste avec ces deux premiers longs métrages est assez flagrant. Alors qu'elle s'aventurait sur un rythme décomplexé et une mise en scène qui misait sur un bordel ambiant, empreint d'un ton comique sur des thèmes qui ne le sont pas, depuis Sibylle, la réalisatrice semble vouloir jouer sur ce côté calme et froid. En l'occurrence, dans Anatomie d'une chute, les causes de ce manque de communication sont claires. Sur l'incapacité du couple à correctement se répartir les tâches quotidiennes et aussi les moyens financiers. Et sur cette jalousie excessive qui peut littéralement détruire la moindre empathie envers la personne qu'on aime. Le thème du film n'est pas tant les violences conjugales que le point de vue d'un enfant, qui plus est malvoyant, dans une telle situation familiale et sa manière de l'interpréter. Ce qui va donner au fils l'occasion de réfléchir à ce qu'il s'est passé et de penser bien plus aux causes du dysfonctionnement du couple qu'aux conséquences, ce qui est contraire à l'intérêt de l'avocat général et du procès. Le film est rempli de contradictions comme ça qui se tabassent entre elles, dans une communication qui trouve son apogée uniquement lorsqu'on souhaite faire dégager ses émotions et sa frustration, donc par des gestes ou par des mimiques de visage qui sont très subtiles. Sandra Hüller y est déchirante dans ce personnage complexe qui ne parvient pas à joindre les bouts et qui se retrouve face à un système punitif et violent qui la juge de ne pas avoir été une femme parfaite. Et là-dessus d'ailleurs, le film m'a parfois fait penser à La Vérité justement, dans cette manière dont on juge une femme dans un procès avec une rage punitive, en transformant la moindre dérive en potentielle preuve d'un profil instable ou dépourvu d'empathie et de sentiments envers son compagnon, sans jamais comprendre l'ambiguïté et la complexité d'une histoire d'amour qui compliquerait le verdict final. Et Daniel, son fils, l'est tout autant complexe, dans sa lucidité qui peut paraître parfois fausse mais construit un personnage lui aussi tout en nuances. Alors je dis fausse car je trouve dommage que sa lucidité et son calme face à la situation soient désamorcés par une approche un peu explicative à la fin, lors d'un discours qu'il fait, qui fait taire tout le tribunal. On perd un peu de cette subtilité qu'il y avait et on s'éloigne un peu du réel cru pour finir sur une explication qui clôt toute l'affaire. L'intention est peut-être justement d'évoquer un soulagement, même si la conclusion reste lourde, ou bien davantage l'intelligence du garçon. Mais j'ai trouvé ça un peu dommage d'utiliser un procédé qui était assez prévisible. C'est un des seuls reproches que je pourrais faire au film, qui a aussi quelques petits poussifs de temps à autre, à l'instar de ce caméo d'Arthur Harari en journaliste de France 5, qui dit qu'une intrigue avec un coupable à la fin est plus excitant pour le public qu'une intrigue sans. Une manière certes de faire un parallèle avec le film, et aussi de rendre absurde l'attirance glauque que les gens ont pour les crimes et les affaires de meurtre, mais qui n'est pas forcément nécessaire pour comprendre où Justine Triet souhaite en venir. Mais ce sont vraiment des petits couacs par-ci par-là dans le film. Anatomie d'une chute est un film qui relève d'une complexité dans le langage au sein d'un couple, d'une famille, mais aussi au sein d'un procès, et sur comment on peut tenter de raconter ce qu'on a pu ressentir. C'est un film puissant qui a des dizaines de lignes de compréhension, et le film a l'élégance de ne jamais tomber dans le pâteau, ni dans le pur manichéisme. Même la fin sonne comme un goût d'inachevé, car tout reste à reconstruire, et c'est là que le film sonne aussi très juste. La communication par le langage, plus que les gestes qui en disent déjà beaucoup, doit reprendre. Le film ne finit pas sur un bel happy end, tout comme il ne finit pas sur une fin morbide. C'est une fin qui n'en est pas une, qui est un recommencement et une reconstruction à faire après 2h30 où le langage s'est emmêlé dans un puzzle sophistiqué qui mélange les émotions et surtout la relation d'un fils avec sa mère, perdu dans ce qu'il est censé croire. Justine Triet mérite amplement cette palme d'or et j'espère que le film fonctionnera en dépit de ceux qui souhaitent la descendre à cause de son discours lors du festival. C'est la fin de cette petite vidéo et de cette petite critique, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura donné envie de voir le film. N'hésitez surtout pas à partager la vidéo si c'est le cas, à vous abonner à la chaîne et à me rejoindre sur X, et on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Ciao.